Aujourd'hui, on va parler de téléconsultation, donc avec Monsieur Nguyen. Donc ça va être une discussion entre Medadum, l'UGAP et la mairie de Montreux-Folchon qui a mis en place une solution de téléconsultation. Tout d'abord, on va présenter rapidement qui intervient dans cet échange. Ensuite, un contexte autour de l'accès aux soins dans les territoires, en Ile-de-France en particulier. On va présenter la solution Medadum. Qu'est-ce que Medadum, si vous ne connaissez pas encore? À quoi sert une solution de téléconsultation Medadum? Ensuite, donc, présentation de l'UGAP, donc avec nos dispositions vis-à-vis des politiques publiques et le pourquoi de Medadum à l'UGAP. Et ensuite, un retour d'expérience de la part de Monsieur le maire, Monsieur Chéron de Montreux-Folchon, qui va nous rejoindre en cours de route. Et enfin, quelques éléments sur les ambitions et les enjeux de la téléconsultation. Donc Pierre Nguyen, je suis directeur du réseau territorial adjoint sur l'Île-de-France-Est à l'UGAP. Nathaniel Bern, donc je suis un des 3 cofondateurs de Medadum. Et enfin, on a James Chéron qui nous rejoindra, qui est maire de Montreux-Folchon en Île-de-France et vice-président de la région Île-de-France. Alors, quelques éléments de contexte et d'enjeux. Je pense qu'on est tous collectivement concernés par les problématiques d'accès aux soins, où qu'on habite, où qu'on soit. Il y a quelques chiffres qui ressortent souvent. Alors certes, ce sont des chiffres, mais dans la réalité des faits, c'est quand on a besoin d'aller voir un médecin, on a beaucoup de mal à trouver un médecin. 6 jours, c'est le délai moyen pour trouver un rendez-vous avec un médecin généraliste. Alors ça dépend des zones. Il y a des zones où c'est un petit peu moins, il y a des zones où c'est beaucoup plus. C'est une moyenne. On a un tiers des franciliens qui ont déjà renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois. Donc en général, faute de place. J'en fais partie. La dernière fois que je suis tombé malade, j'ai attendu que ça passe. Je n'ai pas pu trouver de médecin. Donc je témoigne dans ce sens. Et parmi ces personnes-là, certaines n'ont pas de médecin traitant et d'autres ont des médecins traitants mais qui ne sont pas disponibles. Et 27 millions de Français vivront dans un désert médical d'ici 2027. Donc le chiffre paraît énorme. Malgré tout, il est réel. Aujourd'hui, on a 10 à 12% des patients qui n'ont pas de médecin traitant et on a une vingtaine de pourcents de la population qui habite dans un désert médical. Donc c'est quand même considérable. Alors la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui, c'est pour parler de téléconsultation. Donc on voit que c'est très difficile d'accéder à un médecin parce que les médecins ne s'installent pas forcément partout, parce qu'il y a des déserts médicaux. Et la télémédecine n'a pas vocation à être la solution, mais c'est une solution complémentaire pour redistribuer du temps médical sur les territoires. Et c'est une manière d'homogénéiser un petit peu l'accès aux soins partout dans les territoires. Alors la téléconsultation s'est beaucoup développée pendant la période Covid. Avant 2018, nous on a été créé en 2017. Je peux vous garantir que personne ne savait ce qu'était une téléconsultation. Les médecins ne souhaitaient pas en faire et les patients ne savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, c'est plus ou moins ancré dans les mentalités, à la fois d'un point de vue professionnel de santé, où on a environ 3/4 des médecins généralistes qui ont déjà fait des téléconsultations, mais aussi du point de vue des patients, où on a plus de la moitié des patients qui ont déjà réalisé une téléconsultation. Aujourd'hui, les gens savent plus ou moins, les patients savent plus ou moins pourquoi faire une téléconsultation, quels sont les cas d'usage. Les cas d'usage les plus fréquents, ça va être des renouvellements d'ordonnances. Le médecin traitant n'est pas disponible, on a une ordonnance à faire renouveler, on va faire une téléconsultation. Ça va être des affections de la peau, en particulier en période estivale. Donc là, on commence à attaquer un petit peu ces cas d'usage. Des troubles digestifs divers et variés, tout ce qui est du ressort des infections urinaires typiquement, des affections ORL et pulmonaires, et enfin tout ce qui est symptômes liés au Covid-19. C'est la raison pour laquelle pendant le Covid, il y a eu énormément de téléconsultations parce que c'était encouragé par les pouvoirs publics et parce que par ailleurs, le Covid est un motif adapté de téléconsultation. C'est à ce moment-là aussi que les systèmes de remboursement se sont mis en place. Exactement. En 2018, il y a eu le remboursement par l'assurance maladie, mais à partir de la période Covid, il y a eu un remboursement plus large des téléconsultations à 100% pour favoriser ce mode de prise en charge.
Quoi qu'il en soit, le Covid a été un boost pour tout ce qui est télétravail, téléconsultation, téléshopping. C'est vrai, et c'est aussi c'est en train de se pérenniser. C'est-à-dire que ça n'est pas retombé après la période Covid. Alors quels sont les avantages de la téléconsultation? Le premier avantage de la téléconsultation, c'est que vous avez beau vous trouver dans un désert médical, vous pouvez accéder à un médecin alors qu'il n'y a aucun médecin qui est installé dans ce désert médical. Donc ça, c'est vraiment le critère numéro 1 qui permet de dire que la téléconsultation est bénéfique. C'est le fait d'accéder à un médecin alors qu'il n'y a aucun médecin qui est installé à côté de chez vous. Donc c'est un gain de temps, parce que d'un point de vue des délais, vous avez des délais qui sont extrêmement réduits. Vous n'avez pas à vous déplacer chez un médecin qui se trouve à des centaines de kilomètres ou à des dizaines de kilomètres. Vous avez un accès à un médecin de proximité. C'est fiable, c'est efficace et c'est de proximité. Et enfin, au niveau de la qualité des soins, ce n'est pas parce que c'est une téléconsultation que la qualité des soins est dégradée. Bien au contraire, il y a des protocoles de prise en charge qui encadrent la qualité en téléconsultation. Les médecins suivent des protocoles et c'est une erreur de dire que la téléconsultation, ça a une qualité réduite par rapport à une consultation clinique. Il y a des protocoles qui encadrent la prise en charge. Il y a des dispositifs connectés qui vont permettre au médecin d'affiner son diagnostic. Il y a des critères de confidentialité et de sécurité des données. Et enfin, il y a l'accompagnement par un référent qui permet de s'assurer que le patient est bien pris en charge. Et quand on parle de proximité, on ne parle pas seulement de la proximité géographique. On peut avoir un médecin qui est au bas de notre immeuble, sauf que s'il n'a pas de créneau, on ne peut pas prendre rendez-vous avec lui. Et exactement, et c'est vraiment le critère numéro 1 qui fait que la téléconsultation est aujourd'hui un succès. C'est le fait d'accéder à un professionnel de santé alors qu'il n'y en a aucun autour de soi. Il faut savoir, donc effectivement aujourd'hui on est sur le Salon des maires d'Île-de-France, donc il faut savoir aussi que l'Île-de-France est le premier désert médical de France. Tout à fait, et il y a même des zones à Paris qui sont des déserts médicaux, le 18e arrondissement par exemple, qui est un désert médical. Alors parlons un petit peu de la solution Medadum. La solution Medadum, ce n'est pas qu'une solution technologique. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir un maire, quand vous allez voir une institution, quand vous allez voir une pharmacie, ils ne souhaitent pas avoir une solution technologique, ils souhaitent avoir un médecin. Donc, si vous voulez, la solution technologique, ça permet d'accéder au médecin, mais ce n'est pas une fin en soi. Cela étant, c'est ce qu'on appelle un enabler, c'est-à-dire qu'on a mis en place, on a construit des bornes, des cabines et des consoles de téléconsultation qui sont munies d'objets connectés et qui vont permettre à un patient de se présenter devant ces dispositifs et d'accéder à un médecin à distance qui peut lui activer ou non ces dispositifs pour affiner son diagnostic. Alors il va y avoir sur ces dispositifs typiquement un dermatoscope connecté, un otoscope connecté pour regarder les oreilles, un stéthoscope connecté pour écouter les battements cardiaques ou les poumons, un oxymètre pour la saturation, un tensiomètre pour la tension et un thermomètre pour mesurer la température des patients. Et donc c'est une solution qui est technologiquement innovante et derrière laquelle se trouve un réseau de médecins qui est conséquent et qui va permettre à des patients d'être pris en charge sans rendez-vous. Aujourd'hui, il y a plus de 3700 bornes, cabines et consoles qui sont déployées en France. Une partie dans des mairies ou dans des collectivités territoriales, en particulier grâce à nos partenariats avec l'UGAP. Une autre partie au sein de pharmacies partout en France. On a réalisé 1,8 million de téléconsultations à date, sachant qu'en moyenne, il y a environ 1 million à 1 500 000 téléconsultations chaque mois qui sont réalisées en France, tous acteurs confondus. Et enfin, il y a plus de 500 médecins généralistes qui sont partenaires de Medadum et qui prennent en charge chaque jour, sans rendez-vous, des milliers de patients. Alors pour vous donner un ordre d'idée du déploiement en France des solutions Medadum, il y a majoritairement des pharmacies, mais comme on se l'est dit, il y a aussi des collectivités territoriales, des universités et grandes écoles, des résidences seniors et enfin des centres et établissements de santé. Et quand on regarde le territoire, on se rend compte qu'effectivement, on commence à bien
bien être déployé sur l'ensemble du territoire, bien couvrir le territoire. Et cela s'est fait grâce à des partenariats clés. Le premier d'entre eux étant le partenariat avec l'UGAP, qui a été signé maintenant il y a 1 an et demi. Il y a 1 an. 1 an, voilà, donc 1 an. Partenariat que M. Nguyen va évoquer et qui nous permet de nous déployer beaucoup plus rapidement au sein des collectivités territoriales et des mairies. On a également noué des partenariats avec des maisons France Service. Donc on a déployé des bornes et des cabines dans des maisons France Service. On a un certain nombre de partenariats avec les départements de France et les élus de montagne de l'ANEM. Et enfin, on est fièrement participant de la French Tech 120, fier membre de la French Tech 120 depuis 3 années consécutives, qui concentre 120 startups prometteuses en France à impact. Alors, donc effectivement, concernant la présentation de l'UGAP, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit retour en arrière pour vous présenter ce que c'est que l'UGAP. Donc l'UGAP, déjà de manière étymologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire Union des groupements des achats publics. Donc l'UGAP est une centrale d'achat publique, comme son nom l'indique, et publique à plusieurs titres. Public parce que nous sommes sous statut d'EPIC, donc établissement public industriel et commercial, sous tutelle de 2 ministères, ministère du budget et ministère de l'éducation nationale. Ministère de l'Éducation nationale, ça c'est historique, c'est parce qu'on a été créé à l'origine pour acheter des tables et des chaises pour les écoles, les collèges et des lycées. Donc tout autant que nous sommes aujourd'hui, vous avez certainement travaillé à un moment donné sur du matériel provenant de l'UGAP. Ministère de budget, parce que, in fine, le rôle de l'UGAP est de faire des économies à l'État dans sa fonction achat. Donc on est un facilitateur de la commande publique, donc un intermédiaire, donc un distributeur. Et on a un modèle qui est assez simple à comprendre. Donc on est sur un modèle d'achat pour revente. C'est-à-dire que nous achetons des produits et des services auprès d'entreprises privées telles que Metadom en respectant le code des marchés publics. Et comme nous avons respecté le code des marchés publics en amont, nous pouvons redistribuer, revendre toutes ces solutions-là en dispense de procédure. Donc la dispense de procédure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une collectivité locale, un hôpital, un ministère peut venir chercher des solutions dans le catalogue de l'UGAP et les acheter sans avoir besoin de se préoccuper de savoir si je dois respecter le code des marchés publics ou pas. Tout ça, l'UGAP l'a fait en amont, donc je suis dispensé de la procédure, notamment les procédures d'appel d'offres qui sont parfois très très longues et du coup très très coûteuses pour l'administration publique. Vous pouvez passer. Alors, l'UGAP, on est aussi un acteur engagé depuis de nombreuses années sur différentes politiques phares, notamment le soutien aux PME, le soutien à l'innovation et l'achat socialement et écologiquement responsable. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'aimerais ramener le débat, on va dire, vis-à-vis de Medadom sur un autre sujet. Donc, lorsque vous achetez en tant que structure publique de la solution Medadom, vous achetez également de l'innovation, mais vous êtes aussi soutien de certaines politiques publiques qui est le soutien des PME. Donc parce que Medadom est une société nouvellement créée en 2017, si j'ai bien entendu. Exact. Encore considérée comme une start-up. Oui, jeune entreprise innovante, donc, JEI. jeune entreprise innovante. Et French Tech 120, donc le soutien à l'innovation à l'UGAP, donc ça remonte à maintenant il y a 6-7 ans. Donc il faut savoir que nous contribuons au soutien des entreprises innovantes à travers nos achats. Donc 160 millions d'euros par an sont achetés par l'UGAP auprès des entreprises de ce type-là. Donc cette entreprise du Next 40 et du French Tech 120 dont fait partie Medadom. Donc quand vous achetez auprès de Medadom, vous soutenez une filière économique qui est en émergence. Quand je dis ça, j'en discutais avec vous tout à l'heure, c'est que voilà, ça serait dommage que des entreprises étrangères viennent s'installer sur ce créneau alors que l'on a des sociétés qui sont championnes et leaders sur leur domaine d'activité. Le soutien aux PME, pareil, l'UGAP, depuis un petit bout de temps maintenant, travaille avec des entreprises de petite et moyenne taille. Donc 80% des titulaires de marché de l'UGAP, donc c'est-à-dire des entreprises qui ont gagné des appels d'offres de l'UGAP, sont des PME, donc PME et ETI. Et on contribue chez nous pour 20% de notre chiffre d'affaires. Donc sur les 700 titulaires de marché, voilà, donc 97% sont implantés en France. Et donc c'est un point que je tiens aussi à rappeler parce que Medadom est une société française qui fait du Made in France depuis un petit bout de temps. Oui, Made in France, pourquoi? Parce que les bornes et les cabines sont fabriquées en France et assemblées en France, en particulier en Île-de-France. Donc fabriquées dans une belle région française et assemblées à Ivry-sur-Seine, donc en Île-de-France. Donc effectivement, c'est du Made in France et on est ravis que l'UGAP choisisse
une solution française, une solution made in France pour une solution innovante d'accès aux soins. Voilà, donc je tiens à rappeler effectivement on a choisi une solution française, mais c'était loin d'être un critère, on va dire, péjoratif, enfin discriminatoire dans le marché public. Donc on soutient effectivement l'économie française à travers nos achats. En tant qu'acheteur public, on se doit d'être responsable à ce niveau-là. Et également les achats socialement et écologiquement responsables. Pourquoi je parle d'achats socialement et écologiquement responsables? Parce qu'à travers la solution Medadom, on permet l'accès aux soins à des personnes qui sont parfois isolées. Lorsqu'une personne isolée qui habite au fin fond de la Corrèze ou au fin fond de la Creuse doit faire des dizaines de kilomètres pour trouver un hôpital, voire même un médecin, eh ben, il est bien content d'avoir une solution Medadom à retrouver dans sa mairie, par exemple. Et puis, il faut savoir effectivement que sur la partie écologique, tous les kilomètres qui sont économisés pour aller voir son médecin, c'est autant de CO2 qui sont économisés en termes de carburant. Donc, lorsqu'on parle de Medadom, on parle effectivement de social, d'écologie. Donc, je tiens aussi à rappeler ça parce qu'on a tendance à penser tout de suite à l'aspect aidez-moi. Non, pas l'aspect économique et financier, mais l'aspect effectivement d'accès aux soins uniquement. Voilà. On oublie la partie écologique et la partie sociale. Territoire connecté de demain, donc c'est aussi un sujet sur lequel l'UGAP s'est engagé depuis un petit bout de temps. Donc quand je parle de territoire connecté, je parle de Smart Cities, je parle de territoire durable. Donc la Smart Cities, Medadom est également une solution que nous mettons en avant à travers ce prisme du territoire connecté, parce que ça permet au-delà, on va dire, de l'aspect médical, de connecter un territoire vis-à-vis d'Internet et vis-à-vis de toutes les solutions que vous pouvez proposer et faire en sorte qu'un territoire puisse faire sa transition économique, écologique et également numérique. Parce qu'on parle beaucoup aussi de transition numérique à l'heure actuelle et on encourage de plus en plus les territoires qui sont innovants ou pas à se connecter. Et donc la solution Medadom est une solution de smart santé pour moi. Alors, la télémédecine à l'UGAP, donc ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on travaille sur la télémédecine, donc ce n'est pas une coïncidence, hein. Vous avez été créé en 2017. 2017, ça a été l'année où on a lancé à l'UGAP la première offre de télécabine en termes de télémédecine, donc c'était la société H4D, hein, qui est un de vos deux confrères, qui avait le marché à ce moment-là. Donc 2017-2018, très peu de ventes. Comme l'a dit Nathaniel tout à l'heure, effectivement, à ce moment-là, peu de collectivités savaient ce que c'était, parler de télémédecine. Monsieur le maire. Bonjour. Vous arrivez au bon moment? C'est toujours le bon moment. Bonjour à tous. Donc 2017-2018, une seule vente parce qu'effectivement à ce moment-là, les dispositifs de remboursement n'avaient pas encore été mis en place. C'était les balbutiements de la télémédecine en France en termes technologiques, mais aussi en termes d'employabilité. Et 2019, heureusement, voire même malheureusement, est arrivé le Covid. Malheureusement pour toutes les raisons qu'on connaît et heureusement pour les solutions de télémédecine. Parce que c'est à ce moment-là que la télémédecine a connu un boost en termes d'utilisation et en termes de connaissances. Donc je ne vais pas redire tout ce qui s'est passé pendant la période du Covid, mais ça a été une période où la télémédecine a pris un sérieux boost. Je me souviens même de ma femme, hein, je lui fais un petit coucou au passage, hein, qui est kinésithérapeute et qui pendant le Covid a fait ses consultations via Zoom. Désolé, on n'a pas de télécabine à la maison. Donc 2019-2021, donc grâce au Covid, donc 21 cabines de vendues. Et puis 2021, on a renouvelé notre marché qui a été gagné par Medadom, qui est maintenant notre titulaire de cabines de télémédecine. Donc si vous souhaitez trouver des cabines de télémédecine à l'UGAP, on vous redirigera vers Medadom. Donc plusieurs références depuis. Donc le département des Alpes-Maritimes, la Corrèze, donc le village de Campagnac, Elancourt, qui n'est pas très loin de chez nous, ont acheté des cabines de télémédecine à l'UGAP et chez Medadom. Et donc il suffit d'aller sur notre site internet, sur la page de télécabines de solutions de e-santé, de cabines connectées pour trouver nos solutions. Voilà. Si je peux juste compléter sur un élément, merci beaucoup. Il faut aussi, je pense, dédiaboliser le fait que c'est une cabine, que ça va prendre de la place, ça va prendre du temps, etc. C'est un process qui est vraiment
très très fluide avec l'UGAP, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de contractualiser avec l'UGAP, donc déjà effectivement ça évite l'appel d'offres, puisque l'appel d'offres a déjà été fait par l'UGAP, les délais de livraison sont extrêmement courts. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, vous avez votre cabine qui va être installée, vous allez avoir vos équipes sur place qui vont être formées, donc le référent, et vous allez avoir des premiers patients, des premiers citoyens, premiers administrés qui vont pouvoir être pris en charge directement sans rendez-vous et vous remercier d'avoir mis en place la solution de téléconsultation. Mais je pense que pour ce retour d'expérience, on va laisser la parole à monsieur le maire, monsieur Chéron, qui va mieux en parler que moi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et pardonnez mon petit retard à l'arrivée à cette table ronde. Le retour d'expérience que vous souhaitez, il va naturellement être extrêmement positif. Je crois qu'en tant qu'élus locaux, nous sommes tous confrontés exactement au même sujet. Les médecins partent à la retraite et on a du mal à trouver des médecins pour venir les remplacer parce que depuis plusieurs décennies, notre pays n'a pas formé assez de médecins. C'est terrible parce que quand une collectivité, quand une commune va chercher un médecin quelque part, on est tous en recherche, on enlève un médecin sur un autre territoire. La vraie question centrale, c'est le nombre de professionnels de santé. Alors on essaye tous de trouver des solutions. Parmi ces solutions, il y a effectivement la télémédecine, des cabines de télémédecine qui permettent à des médecins à distance de gérer au fond beaucoup de consultations. C'est une option que nous avons à Montereau en Seine-et-Marne engagée en ouvrant notre premier pôle médical municipal en décembre 2019. On a ouvert un centre de santé, donc on est dans un bâtiment municipal. Les patients sont accueillis par des agents municipaux et ils sont pris en charge par des professionnels de santé qui sont salariés par la collectivité. Néanmoins, puisque, comme je viens de le dire, on a du mal à trouver des professionnels de santé dans le cadre d'une concurrence où les communes, les départements, certaines associations sont toutes en concurrence, on a aussi pris de façon additive la solution d'une cabine, en l'occurrence d'une cabine Medadom. Pour vous donner un chiffre très concret, en 2022, la dernière année terminée, dans notre pôle médical municipal, on a 20 000 consultations, 19 900, 20 000 consultations. Sur les 20 000 consultations, il y en a 1 900 qui sont opérées à distance par les médecins via la cabine Medadom. Ce n'est pas vrai pour évidemment toutes les pathologies, tous les besoins de consultation, mais quand on est sur de la bobologie qu'on veut traiter tout de suite, mal de tête, mal de gorge, mal au ventre, etc. Eh bien, plutôt que de prendre un rendez-vous pour dans X jours avec un médecin en présentiel et donc de prendre un créneau qui pourrait être utilisé pour une pathologie où on va absolument avoir une consultation en face à face, eh bien, on oriente vers la cabine. On a une assistante médicale qui accompagne le patient à l'intérieur de la cabine pour pouvoir correctement utiliser les appareils, moi je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas comment on les appelle, les appareils d'auscultation, les objets connectés qui permettent de prendre la tension, de regarder les oreilles et autres. Donc l'assistante médicale est là pour accompagner le patient à prendre en main en fait la machine et le médecin à distance va pouvoir faire sa consultation. Avec 1900 consultations, plus de 1900 consultations à l'année, je crois que c'est l'une des cabines, si ce n'est la cabine, qui fonctionne le plus pour Medadom à l'échelle du pays. C'est d'ailleurs pas la seule cabine de téléconsultation que nous avons à Montereau. Je sais que le pharmacien qui est à 30 mètres du centre de santé a aussi une cabine Medadom qui lui permet de faire également des consultations. Ça marche tellement bien que nous venons d'ouvrir un deuxième site de notre centre de santé en centre-ville au début du mois de juin. Donc il y a quelques 3 semaines maintenant. Et nous avons aussi, dès le départ, intégré une cabine de téléconsultation pour jouer ces équilibres et essayer d'orienter les patients vers le médecin lorsqu'il doit voir le médecin en présentiel, en face à face. Et puis, je le redis, pour la bobologie du quotidien, à nouveau orienter les patients vers la cabine de télémédecine. Le rendez-vous peut prendre plusieurs jours à être fixé en face à face. C'est 15 minutes max dans la cabine de téléconsultation. Donc pour tous les petits sujets du quotidien qui nécessitent d'être pris en charge rapidement, c'est effectivement une solution, une alternative en fait au cabinet classique qui apparaît très satisfaisant pour les habitants. Merci pour ce témoignage et c'est effectivement une façon très pertinente de régler, en
tous les cas, d'essayer de régler une partie des problématiques d'accès aux soins, c'est de faire en sorte que la médecine présentielle, la médecine clinique, soit dédiée aux cas les plus complexes. Et c'est ce qu'on appelle la délégation de tâches, ou plutôt l'optimisation, de telle sorte que les patients qui peuvent être pris en charge à distance, avec des rendez-vous, avec des délais réduits, puissent l'être, et que les patients qui nécessitent vraiment une médecine clinique puissent l'être également dans les meilleures conditions. Au niveau des ambitions et des enjeux, donc je pense à la fois collectivement de l'UGAP, de Medadom, de Montreux-Folchion et de manière plus générale en France. Vous allez me dire, évidemment, on essaie tous de lutter contre les déserts médicaux, mais la réglementation est en train d'aller dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, pendant la loi de financement de la sécurité sociale en 2023, a été voté le statut de société de téléconsultation, ce qui vient complètement pérenniser l'activité de téléconsultation et vient, entre guillemets, mettre un tampon officiel sur le fait que la téléconsultation est une solution aux déserts médicaux. Alors bien sûr, il y a besoin de régulation pour éviter tous les abus, toutes les dérives qui peuvent avoir été perçues sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle cette régulation va venir à la fin de l'année donner un coup de tampon officiel sur un certain nombre de sociétés de téléconsultation pour dire voilà, Intel est officiellement société de téléconsultation, un petit peu à la manière d'un hôpital ou d'une clinique qui a un certain nombre de règles dictées par la HAS, par l'ordre des médecins, par l'assurance maladie, à respecter pour pouvoir conserver son activité. De notre côté, on va continuer, bien entendu, le déploiement en partenariat avec les acteurs locaux, donc avec les maires, avec les collectivités territoriales, avec l'UGAP, bien entendu, qui est pour beaucoup dans le fait qu'on arrive à se déployer rapidement. Peut-être un mot là-dessus. Non, effectivement, on est un accélérateur de la commande publique. Donc en tant qu'acheteur public, je pense que vous êtes soumis au code des marchés publics comme tout le monde et vous comprenez les contraintes qu'il y a à passer par ces marchés. Passer par l'UGAP, s'il y a des élus naturellement aussi, passer par l'UGAP, ça permet d'accélérer en fait le processus tout en respectant les règles de la commande publique puisqu'elles sont assumées au fond, la politique des marchés est assumée directement par l'UGAP. Et la collectivité peut s'exonérer en fait de ses propres procédures puisqu'elles sont prises en charge par l'UGAP. Donc on respecte le code de la commande publique, les règles de la commande publique et ça permet d'accélérer le processus. C'est vrai pour les cabines de téléconsultation, mais c'est vrai pour tout le reste du catalogue que vous avez ou que les autres centrales d'achat public ont naturellement. Je n'ai pas d'action à l'UGAP. Exactement, merci monsieur le maire. Même si la commune de Montreux est adhérente, mais voilà, toutes les centrales d'achat public qui sont régulièrement enregistrées et labellisées permettent effectivement de satisfaire aux règles de la commande publique tout en accélérant les process pour les collectivités adhérentes. Merci monsieur le maire. Effectivement, j'avais un autre sujet à aborder avec vous, le numerus clausus, la formation des médecins qui est un véritable problème également dans ces enjeux de télémédecine. J'ai cru comprendre que l'État avait supprimé ce numerus clausus pour qu'on puisse former plus de médecins, mais le temps qu'ils arrivent, forcément, ça va prendre quelques années. Oui, effectivement, une bonne dizaine d'années. Et en attendant, il faut bien trouver des solutions. Donc la téléconsultation, c'est une des solutions. Et le dernier enjeu, c'est de continuer vraiment, de continuer avec beaucoup d'engagement et beaucoup de volonté notre démarche proactive auprès des pouvoirs publics. Une des raisons pour lesquelles la téléconsultation a été remboursée en 2018, c'est parce que le gouvernement savait qu'il fallait faire quelque chose contre la désertification médicale, contre le fait que malgré la libéralisation du numerus clausus, ça mettrait un certain nombre d'années pour former de nouveaux médecins. Et donc, ça vient aussi de la part d'une démarche proactive, en particulier des élus locaux, qui toquent à la porte du gouvernement en disant « Écoutez, voilà, moi je n'ai pas de médecin dans ma commune, j'ai aucun médecin qui veut s'installer malgré toutes les conditions les plus farfelues que je peux imaginer pour qu'ils viennent s'installer. J'ai des personnes dans ma circonscription qui n'ont pas d'accès aux soins. Comment est-ce que je peux faire ?» Et il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place par les élus locaux, d'actions qui sont mises en place par les acteurs de téléconsultation, tous ensemble, collectivement. Il n'y a pas de concurrence dans ce cadre-là, en tous les cas. C'est le fait d'aller collectivement voir le gouvernement et essayer de mettre en place un certain nombre de règles autour du remboursement des téléconsultations, autour de la régulation. Et typiquement, le meilleur exemple de cela, c'est le nouveau statut de société de téléconsultation qui permet de pérenniser la pratique.
Il y a aussi des enjeux d'attractivité territoriale pour un maire, pour un président de collectivité, hein. Donc, pas avoir d'offres de médecine, ça veut dire attirer difficilement des personnes et des entreprises sur son territoire, hein. Ce que vous dites est exact et il y a même un double enjeu en fait d'attractivité territoriale. Premier sujet, comment on est attractif pour des professionnels de santé. Deuxième sujet, comment on est attractif pour des habitants qui cherchent à s'installer sur un territoire où il y a une offre de santé. Donc à Montreux, pour essayer d'attirer des professionnels, je le disais, on a ouvert des centres de santé, qu'on appelle des pôles médicaux municipaux, où on propose aux professionnels de santé d'être salariés, puisque c'est aujourd'hui, que ce soit les jeunes qui rentrent sur le marché du travail ou les plus anciens qui partent à la retraite, mais sont prêts à continuer à faire quelques heures de consultation dans le cas d'un cumul emploi-retraite. C'est évidemment un levier. On travaille sur le logement des professionnels de santé, sur l'accueil de leurs jeunes enfants en crèche. On sait qu'on se bat pour avoir un logement en Ile-de-France, mais on se bat aussi pour avoir une place en crèche. On essaie de mettre en avant les atouts de notre territoire. On a essayé avec l'hôpital de générer des travails en collaboration, parce que les médecins hospitaliers veulent venir là où il y a une médecine de ville, que les médecins de ville veulent venir là où il y a une médecine hospitalière, là où il y a des urgences, par exemple. Donc on travaille ces synergies entre la médecine hospitalière, la médecine de ville libérale et aujourd'hui la médecine de ville publique, si je puis dire, en tout cas qui est proposée par la collectivité. Donc ça, c'est vraiment l'attractivité pour attirer des professionnels de santé dans un cadre de concurrence entre les territoires qui est presque sauvage. Parce qu'effectivement, supprimer le numerus clausus, c'est générer des effets à plus de 10 ans. Et que pendant 10 ans, il va falloir générer la pénurie. On considère en Ile-de-France que dans les 5 ans qui viennent, on aura perdu 50% des médecins généralistes. Donc on parle d'un désert médical aujourd'hui. Je vous laisse simplement vous projeter dans l'Île-de-France de dans 5 ans. Personne n'est responsable en dehors des gouvernements qui sont succédés depuis 20 ou 30 ans, qui n'ont pas anticipé cette démographie médicale certaine. L'âge est certain, la progression dans l'âge est certain pour chacun d'entre nous. On sait quand les médecins vont arriver à la retraite. Donc dans 5 ans, on aura perdu 50% des médecins généralistes d'aujourd'hui, sachant que nous en manquons déjà beaucoup. Bon. Je crois que c'est un tiers qui ont plus de 60 ans. Hein. Ouais, un tiers à l'Île-de-France. Un tiers à plus de 60 ans en Île-de-France. Voilà. Donc tout ça est évidemment considérable. Deuxièmement, effectivement, comment on génère de l'attractivité pour les habitants. C'est la question globalement des services publics. Hein. Il faut avoir les écoles, il faut avoir des commerces, donc les services commerciaux, et puis il faut naturellement avoir une offre de santé qui corresponde à leurs besoins. À partir du moment où on a moins de médecins physiquement présents, comment on travaille effectivement sur de la téléconsultation, comment on renforce en fait l'offre de soins sans forcément avoir les médecins sur place. Et c'est là où la téléconsultation vient jouer tout son rôle. Il faut oser en fait. Et il faut l'oser comme il faut oser aujourd'hui le télétravail dans beaucoup d'autres domaines. Je pense que la France était très en retard et que la Covid a joué d'accélérateur dans la modernisation de nos nouveaux modes de travail. Moi, je suis maire d'une commune de grande banlieue, de très grande banlieue. On est à 1 heure de la gare de Lyon. Les habitants de Montreux, du territoire de Montreux, font 2 heures de transport le matin, 2 heures de transport le soir. Est-ce que c'est toujours utile ? Est-ce qu'il est toujours utile de faire ces transports chaque jour, le matin et le soir ? Avant, la question ne se posait pas. On est dans un pays qui n'était pas très en avance sur la question du télétravail. On considérait qu'une personne qui restait chez elle ne travaillerait pas, alors que tous les indicateurs montraient que dans les autres pays, ça n'était pas le cas, et même que la productivité était supérieure, parce qu'on n'avait pas la fatigue des transports, parce qu'on était dans un environnement qu'on maîtrisait. Et autant le 100% télétravail peut peut-être générer une coupure, une rupture avec son environnement professionnel, autant aujourd'hui, il est devenu très commun d'avoir une journée, 2 journées, 3 journées de télétravail, et on ne perd pas en productivité. Au contraire, on gagne en qualité du travail parce qu'on gagne en qualité de vie du travailleur. Et dans cet environnement, on va dire, plutôt propice ou favorable à l'acculturation en matière de télétravail, eh bien, la télémédecine commence à prendre toute son importance, et ça rend doublement service. Ça rend service à la fois au territoire qui n'arrive plus à trouver de professionnels de santé, et puis ça rend service aux patients qui accèdent plus facilement et plus rapidement à un médecin pour, je le redis, la bobologie du quotidien qui ne nécessite pas forcément d'avoir un rapport direct avec un médecin pour des situations cliniques qui l'exigent. Donc la solution, c'est l'hybride alors ?
Donc le travail hybride, la santé C'est ce que hybride. nous faisons. C'est ce que nous faisons dans notre pôle médical municipal et dans ces 2 sites. On a à la fois des professionnels de santé, on a des médecins généralistes, des pédiatres, des sages-femmes, des dentistes, des kinés, des orthophonistes. On essaye de densifier encore cette équipe. Et puis, nous avons aujourd'hui des cabines de téléconsultation qui viennent compléter cette offre et on oriente le patient en fonction de son besoin, soit sur le médecin, soit sur la cabine de téléconsultation. Et j'ai envie de dire, pour médecine hybride, c'est la médecine de demain. C'est clair. Typiquement, quand on regarde d'autres pays, on peut regarder le Danemark. Avant d'aller aux urgences, vous devez faire une téléconsultation et vous avez un numéro d'orientation vers les urgences. Donc vous allez aux urgences avec votre numéro de téléconsultation et le compte-rendu qui est adressé. Et c'est exactement la même logique qu'a Montreux-Foltian, c'est-à-dire vous faites d'abord une téléconsultation pour un certain nombre de pathologies et après, éventuellement, vous avez une réorientation vers un médecin en présentiel. C'est notre côté danois à nous. On a de l'hybridation et de l'orientation médicale et puis on a un restaurant danois aussi sympa. Pas loin du pôle médical d'ailleurs. Je crois qu'il y a une question. Hein. Oui, j'ai une question par rapport à ça. Parce qu'effectivement, oui, le numérique, je peux dire ça de mon jeune âge, je veux dire, voilà, le numérique c'est très bien, mais il faut aussi mener des actions en collaboration aussi pour réduire la fracture numérique. Parce que pas tout le monde sait utiliser un ordinateur, pas tout le monde sait se connecter pour prendre un rendez-vous en téléconsultation, pas tout le monde, c'est pas forcément évident. Il y a aussi la partie en télétravail, l'accès au Wi-Fi, le fait qu'il soit stable. Alors Montreux, il n'y a pas trop de problème, mais encore plus loin en Seine-et-Marne, la question peut se poser aussi, où des fois c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, il y a aussi ces questions-là aussi qui se posent, et c'est pas juste de mettre des outils numériques, et pourtant je suis chef de projet informatique, c'est pas suffisant, j'ai envie de dire. Alors plus loin que Montreux en Seine-et-Marne, ça s'appelle la Bourgogne, hein, parce que nous on est vraiment tout au bout et il n'y a pas de frontière pour la vie des habitants, mais il y a des frontières administratives. Néanmoins, vous avez naturellement raison, il y a la question de la couverture numérique. On est dans une région où ça avance quand même plutôt bien, le déploiement de la fibre est quand même largement avancé, est en train de se terminer dans les zones les plus rurales, par exemple de la Seine-et-Marne, mais des départements comme l'Essonne, le Val d'Oise ou les Yvelines également. Après, il y a l'appropriation de l'outil numérique. Et effectivement, on a des populations qui peuvent en être éloignées. Pas que les personnes âgées, ce n'est pas une question de génération. On a des personnes âgées qui sont au contraire très connectées. On a des personnes plus jeunes qui le sont moins. La fracture numérique, elle peut être réelle dans les zones rurales, peut être réelle dans les quartiers politiques de la ville aussi, où on a une appropriation de l'outil, de la langue française, de la langue numérique qui est moins importante. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans ces territoires. À Montreux, je parle de Montreux, mais c'est la ville dont je suis le maire. On a évidemment pris en main ce sujet. À la fois, on a des actions de sensibilisation avec Orange, avec Huawei, etc., qui viennent au cœur du quartier faire des opérations de dédramatisation de l'outil numérique. Nous avons beaucoup d'ateliers au centre social, avec le service du bel âge qui s'occupe des personnes âgées, à l'école naturellement, sur ces sujets. Et puis pour ceux qui seraient perdus, qui n'iraient pas dans ces dispositifs-là et qui ont besoin d'avoir recours à l'outil numérique pour des démarches administratives par exemple, nous avons des conseillers numériques qui peuvent accueillir dans différents endroits de la ville au cours de permanence, sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Parce que s'il faut commencer par prendre rendez-vous sur Internet alors qu'on ne maîtrise pas Internet, ça ne fonctionnera pas. Donc on peut venir sans rendez-vous, voir le conseiller numérique qui va à la fois vous accompagner à prendre en main l'outil et puis surtout vous accompagner dans la démarche administrative que vous pourriez, ou commerciale que vous pourriez avoir à faire en ligne. Pour ce qui est de la téléconsultation, c'est un peu différent. Vous n'avez pas besoin vous-même de maîtriser l'outil. La cabine de téléconsultation, elle est au centre médical, elle est chez le pharmacien. Et quand vous arrivez, vous êtes pris en charge. L'utilisation de l'outil est plus facile qu'un distributeur de billets. C'est vraiment hyper intuitif. Il y a besoin de taper 2 fois et en l'occurrence chez nous il y a une assistante médicale qui est là pour vous accompagner pour cette démarche là si vous n'êtes pas à l'aise et puis surtout pour l'utilisation des outils connectés pour prendre votre tension, votre température et quelques autres mesures. Donc la fracture numérique évidemment ne doit pas être un frein à l'utilisation de la téléconsultation. C'est, je crois, plutôt pas le cas puisque la cabine elle n'est jamais en libre service dans un endroit indiscriminé.
allez toujours dans un centre de santé, dans une officine de pharmacie, là où il y a quelqu'un qui peut vous accompagner. Chez nous, c'est systématique. Chez les pharmaciens, je crois que ça l'est aussi, me semble-t-il. Donc voilà, la fracture numérique, normalement, ne joue pas en matière de télémédecine. Et on est guidé. Quand on rentre dans une cabine, comment ça se passe en fait? En fait, effectivement, il y a soit le pharmacien qui oriente, soit quand vous arrivez dans le centre de santé à Montreux-Foltion, la personne le ou la secrétaire médicale va vous orienter vers la cabine. Et vous avez dit un truc un élément qui est très juste, qui est sans rendez-vous. Et donc vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous en amont donc de maîtriser Internet. Ouais, Alors, il n'avait pas le micro, il a dit que c'était mieux Doctolib. J'avais pas le micro et je confirme. Aujourd'hui, pour prendre rendez-vous chez votre médecin, bien souvent, vous êtes obligé d'enregistrer votre rendez-vous. Donc, il faut créer votre compte. Il faut prendre le rendez-vous en ligne. Et on a vécu, par exemple, lorsqu'il fallait prendre les rendez-vous pour la vaccination durant le Covid, beaucoup de personnes qui étaient perdues face à ces démarches. Nous, dans notre centre de santé, on a choisi là aussi un mode hybride, c'est-à-dire qu'on peut prendre rendez-vous directement sur la plateforme de prise de rendez-vous en ligne ou en appelant le centre de santé qui opère en fait la manipulation informatique pour votre compte. Et par contre, effectivement, sur les bornes de téléconsultation, c'est sur rendez-vous si vous le souhaitez, pour avoir un horaire fixe, ça c'est votre propre organisation, ou sans rendez-vous, et auquel cas vous attendez qu'on vous ouvre la cabine de téléconsultation, mais généralement c'est dans le quart d'heure. Donc c'est extrêmement rapide, pas besoin de prise de rendez-vous en ligne, pas besoin de manipulation autonome de la borne de téléconsultation. Donc au fond, voilà, la fracture numérique peut jouer sur beaucoup de sujets de notre vie du quotidien, mais a priori pas sur la téléconsultation, en tout cas pas au pôle médical de Montreux et pas chez les pharmaciens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était tellement clair qu'il n'y a pas pas de de questions. questions, c'est cela? Bon. Pas très bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci à Merci, vous monsieur le et Merci, monsieur sans vous Nguyen. souhaiter d'être malade, rendez-vous chez le médecin et dans les cabines de téléconsultation.